Merci à tout le monde d'avoir rejoint la présentation aujourd'hui. Donc, c'est notre quatrième dîner discussion, puis celui-ci va être en français, mais Benoît, je pense que tu vas peut-être aussi parler un peu en anglais. Mais je suis quand même contente de voir qu'on a beaucoup de monde, là, même si la présentation est en français. Donc, Benoît, tu es un professeur à temps partiel au département et tu es aussi en train de compléter ton doctorat sous la supervision de Denis Lacelle. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler de ton étude de doctorat. Donc, je te laisse la parole. Super. Bien, merci beaucoup pour l'introduction. Puis merci à l'association étudiante là, de m'avoir invité pour ceci. Un peu comme Marie-Laure l'a dit, je ne suis pas vraiment un professeur au département. Là. Je fais juste donner des cours une fois de temps en temps de géomatique jusqu'à présent. Là. Donc, je suis essentiellement un candidat au doctorat avec Denis Lacelle. Puis, j'étudie des lacs couverts de glace pérenne, donc des lacs qui sont couverts de glace à l'année longue. Et puis, en anglais, on appelle ça des perennially ice-covered lakes. So I guess today's presentation is going to be a mix of French and English. So I planned on doing it just in French, but I guess I can switch back and forth. I'll do like one slide in French, another one in English, so everyone's going to be happy with that, I guess. So, ben, je vais commencer en français, c'est ça. Donc, je m'appelle Benoit Faucher. La présentation d'aujourd'hui, ça se veut comme étant vraiment une introduction sur ce qu'on a fait, Denis et moi, puis des collègues là, durant les 4-5 dernières années pendant que je faisais mon doctorat avec Denis. Puis ça a été fait en Antarctique, là, à l'oasis du lac Untersee, donc je vais me centraliser un peu là-dessus. Puis je vais faire un peu une introduction sur les genres d'études qu'on peut faire sur les lacs couverts de glace pérennes. Donc si on débute, bien en gros, oh, super. Donc en gros, comme je l'ai indiqué dans la première diapo, là, un lac couvert de glace pérenne, ben, c'est un lac qui est recouvert de glace durant l'année longue. Donc, c'est de la glace qui est tout le temps présente sur le couvert du lac. Puis, la glace elle-même, durant l'hiver, ben, essentiellement, elle recouvre l'entièreté du lac. Puis, durant l'été, ben, il y a certains moments, certains lacs où la glace elle-même peut être persistante, donc ne fond pas sur les côtés. Par contre, des fois, elles fond sur les côtés. Elles créent ce qu'on appelle en anglais des moats, donc des sections qui sont ouvertes sur les côtés des lacs. Puis, c'est là qu'on a des interactions parfois avec l'atmosphère. Puis, étant donné que c'est des lacs qui sont couverts de glace à l'année longue, bien, ça fait en sorte qu'il y a des paramètres hydrochimiques un peu dans la colonne d'eau, puis un peu avec ce qui se passe dans le fond de ces lacs-là qui sont très intéressants. Donc, c'est des lacs qui sont complètement différents de ce qu'on retrouverait, admettons, dans la zone boréale ici au Canada, étant donné qu'on a cette persistance de glace-là à l'année longue. So where do we find those? Well, to find perennially ice-covered lakes, you need cold air temperatures year-long. So you'll find them essentially in high latitude, so in polar regions. Technically, you could find those just like permafrost in the high mountainous regions where it's pretty cold, but those that we've inventoried are mostly in the Arctic and Antarctic. So, en gros, il y a deux catégories de lacs couverts de glace pérenne. Il y en a qui sont des lacs sous-glaciaires, donc vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est surtout sur ceux-ci que les grandes études ont été faites, comme sur le lac Vostok, par exemple, qui est le plus grand lac sous-glaciaire du monde, là, en Antarctique. Puis, c'est des lacs qui sont couverts par de la glace qui est issue de glace de glacier, comparativement à la deuxième catégorie, qui, elles, fait en fait référence à des lacs qui sont en surface, où c'est essentiellement la colonne d'eau en surface qui gèle et qui crée cette couverture de glace-là. Puis à droite, ça, c'est en fait une image là, qui a été prise au site d'études où est-ce que j'ai travaillé durant mon doctorat, donc au lac Untersee. En Arctique, les lacs sous-glaciaires ne sont pas super fréquents. On en a inventorié à peu près 6 au total, mais on pense qu'il y en a environ une cinquantaine dans l'Arctique canadien. Puis la majorité d'entre eux se trouvent en dessous de la calotte du Groenland. Donc, ici, je pense sur la figure, les points qui sont en noir, qui se trouvent à peu près ici, là, puis peut-être en haut ici, ce sont des lacs qui ont été identifiés, donc on sait qu'ils sont présents. Par contre, il y en a une autre quarantaine qu'on pense qui sont présents, mais qui n'ont pas été vraiment validés. Puis dans l'Arctique canadien aussi, on a découvert, en fait, en 2018, une étudiante, je pense, à l'Université de Calgary, donc Rutis Hauser, qui a découvert qu'il y avait des lacs super salins en dessous de la calotte glaciaire de l'île de Devon dans l'Arctique canadien. Donc, c'est les seuls lacs sous-glaciaires qu'on a présentement au Canada. Ce
qui est différent, en fait, de lacs en surface dans l'Arctique, c'est qu'en fait, on n'en a pratiquement pas. Les seuls qu'on a, qui sont couverts de glace pérenne, ben, sont soit au Groenland, aussi à l'archipel de Franz Joseph, qui appartient à la Russie, et aussi on en a potentiellement sur l'île de Ellesmere. Je pense que ça n'a pas été. Les lacs dont je parle, c'est des lacs qui s'appellent le lac A, le lac B sur Ellesmere. Ça n'a pas été étudié vraiment dans les dernières années. On ne sait pas si la glace a été perdue pendant l'été au complet, donc je ne sais pas si c'est des lacs couverts de glace pérenne encore. Par contre, on en a un sur l'île qui est la plus au nord dans l'archipel de l'Arctique canadien, qui est sur l'île de Wardhunt. Puis, c'est un lac couvert de glace pérenne. Par contre, le lac a perdu son couvert de glace en 2011 au complet durant l'été, donc c'est un peu en entre-deux. Maintenant, si on regarde, en fait, les lacs qui sont couverts de glace pérenne en Antarctique, c'est assez différent parce qu'au lieu d'avoir à peu près 50 lacs couverts des lacs sous-glaciaires qu'on avait en Arctique, ici en Antarctique, on en a au moins 400. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus de lacs sous-glaciaires qu'on a dans le nord. Puis, c'est des lacs qui sont essentiellement distribués un peu partout en dessous de la calotte ouest et est de l'Antarctique. Donc, ils sont indiqués avec des points rouges et puis des triangles. Puis, le plus gros d'entre eux, c'est le lac Vostok qui se trouve ici, donc sur la calotte est de l'Antarctique, proche du pôle sud. Donc, c'est à une élévation super élevée. Puis, ça a été découvert, je pense, dans les années 60 parce qu'on voyait qu'au sol, ben pas au sol, mais sur la glace, on avait une étendue qui était vraiment plat, qui faisait la forme essentiellement d'un lac. Donc, on est allé le forer, puis on a vu que c'était effectivement un lac sous-glaciaire. Puis, en fait, les lacs qui sont en surface en Antarctique, qui sont recouverts de glace, qui sont issus du gel de la colonne d'eau, sont des lacs qui sont dans les zones côtières. Donc, c'est des lacs qui se trouvent en bordure de l'Antarctique, où est-ce qu'on voit que c'est en noir comme suit. Donc, moi, c'est ces lacs-là qui m'ont intéressé durant mon doctorat. Puis, c'est un peu de ça que je vais parler. So, the study site, I've been to a few times, 3 times actually, in 2016, 2017, and 2019. It's called the Untersee Oasis. And it encompasses 2 large perennially ice-covered lakes. The biggest one is Lake Untersee. It's about 8.7 square kilometers. And there's a second one that's called Lake Untersee, which is a bit higher in elevation, which is a bit smaller as well. It's, I think, 4 square kilometers, something like that. And we find very peculiar benthique organisms at the bottom of Lake Untersee, which makes it a unique environment. But I'll come back to this in a few moments. So, why do we study perennially ice-covered lakes? Well, as I mentioned, I think in the introduction, in the first slide, while those are really peculiar lentic water bodies, so freshwater bodies in which, while the microbial activity is kind of been not shut down, but it's been constrained by the presence of an annual persistent ice cover. So we find very, very particular organisms living at the bottom of these lakes, and they're cold adapted and adapted to very, very low light conditions. So here's just an example of what we find at the bottom of Lake Untersee. Those are active conical stromatolites, which resemble what we found in the earliest traces of life on our planet. So this is kind of a window to what life would have looked like maybe 3.5 billion years ago on our planet. And also, speaking of which, why do we study those environments? Well, they're planetary analogs for icy planetary bodies in our solar system. So we can use those to understand what life could look like in places in our solar system that are ice covered. So we know that Mars, about 3.5 billion years ago, resembled pretty much what we had on planet Earth. It had an atmosphere there that was stable enough to allow for the presence of liquid water, and also it may have, well, it probably had some ice-covered lakes in some of the craters that are there. So you've probably seen the mission that's on Mars right now. It's looking for traces of life in a delta, which is connected to an ancient ice-covered lake. So that's why we're kind of looking for what's happening at the bottom of those lakes to understand what to look for on other planetary bodies in the solar system. So those are kind of neat environments for this. So we have Mars, for instance, that's a target, and that we can use ice-covered lakes to understand how life could have evolved on Mars when water was present there about 3.5 billion years ago.
But there's also more recently Enceladus, which is one of Saturn's icy moons. And we've seen with the Cassini probe, so there's a probe that was sent out in space to look at Saturn a few years ago, and it saw that one of its moons had geysers like these ones on the picture, throwing out water out of this water ice-covered body. So we actually had analyses done on these plumes, and we saw that there were organics, so molecules with carbon and hydrogen. It doesn't mean that it's life, but anyways, we can use ice-covered lakes to understand how life can survive in such environments. So that's kind of another analog for planetary bodies that we can study on Earth for the study of life in our solar system. So that's why we study ice-covered lakes, essentially. Puis dans les lacs couverts de glace pérenne, il y a essentiellement 3 grandes sections majeures, donc c'est un peu là-dessus que je vais discuter. J'ai peut-être mis trop de matériel, on va voir comment je m'en tire, mais bref, les 3 sections majeures, essentiellement, ce qui est primordial là, pour ce qui vient vraiment différencier les lacs normaux de lacs couverts de glace pérenne, c'est essentiellement la présence d'une couverture de glace à l'année longue. Donc, le couvert de glace est super important ici. Puis aussi, étant donné qu'un couvert de glace a une implication sur l'hydrochimie de la colonne d'eau et puis sur ce qui se passe dans la zone benthique, donc à la base du lac, là, avec les micro-organismes qui y vivent. Puis en gros, la couche de glace elle-même, son épaisseur est contrôlée essentiellement par des flux d'énergie qui entrent et qui sortent du lac. On les retrouve, les lacs couverts de glace pérenne, dans des régions où est-ce que les températures sont très froides, mais essentiellement, on ne va pas avoir un couvert de glace qui va aller jusqu'au fond du lac parce qu'on a des influx là, de chaleur latente et de chaleur sensible qui viennent s'ajouter à fur et à mesure, par exemple, que la glace se forme à la base de la colonne de glace. Puis aussi, on a des fois des influx là, de chaleur sensible d'eau qui viennent remplir le lac lui-même. Donc, c'est un peu une balance entre le froid qui vient geler à la surface de la glace et puis la chaleur qui est issue de différents processus. Puis en gros, ce qui se passe dans les lacs couverts de glace pérenne, c'est que souvent l'épaisseur de la glace va rester stable d'une année à l'autre. Ce qui fait en sorte qu'on est dans un équilibre énergétique où est-ce que ce qui est gelé à la base du lac, bien, il va falloir que ça soit sublimé ou évaporé dans la même année pour garder la même épaisseur. Donc, on gèle du haut vers le bas comme suit. Et au sommet, bien, la glace elle-même va se faire sublimer ou évaporer. Puis, de cette manière-là, on a la même quantité qui est sublimée et évaporée que ce qui est gelé à la base. Donc, on a un équilibre de cette façon-là de l'épaisseur de la glace. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le niveau d'ablation d'un couvert de glace sur un lac comme celui-ci? On a 2 options, vraiment. L'option la plus classique, c'est essentiellement d'aller sur le lac, faire des trous dans le lac, sur la glace, et puis d'installer des bâtons blancs, ce qui est bien important pour ne pas altérer l'albédo de la surface. Si on mettait des bâtons noirs, ça calerait dans la glace, évidemment. Donc, on met des bâtons blancs. Et d'une année à l'autre, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde à quel point le bâton lui-même a monté. Puis, sachant ceci, on est capable de savoir, d'une part, combien de glace, quelle épaisseur de glace a sublimé l'année précédente. Et aussi, ça va équivaloir à combien il y a eu de gel à la base. Donc, ça va être la même épaisseur qui va être gelée en dessous, qui va avoir disparu au sommet. So the second way we can know how much water is being ablated year long and how much is being frozen at the bottom, well, we developed a method, Denis and I and a few colleagues, where we look at actually the stable water isotopes in the ice and also at the bubble concentration. So when you freeze, let's say you have like a glass of water, and once you start freezing your glass of water, the first thing that's going to go in the ice is going to be the heaviest water atoms, so oxygen 18 and deuterium. So they have more neutrons, they're smaller, so easier to go in that more stable state than lighter atoms. So they move slowly, they move slower than oxygen 16 and hydrogen. So they're more easily incorporated in the ice cover. So as soon as you're going to get an ice coverage being built up, so there's going to freeze from the top to the bottom, as you can see here, well, the concentration in oxygen 18 and deuterium is going to go down. So this is what we predicted. And also the bubble concentration is going to increase because as soon as you form ice, well, the ice doesn't want
typically you don't find much dissolved gases, well, gases included in the ice. So you have a concentration built up of gases that's going to happen in the water column as you do so. And what's going to freeze is going to be more and more enriched in bubbles. So you're going to see an increase in bubble as you go down in the ice and a decrease in oxygen 18 and deuterium. So from one year to another, you can kind of see the differences. So what does this look like when you plot this on just a chart like this? Well, you see the bubble concentration looks like this. So you can't really make up any tendencies, any really frequencies as far as how much ice is being frozen in 1 year. Same thing for oxygen 18 and deuterium. Well, deuterium excess, it's essentially the same. But if you look at their frequencies, you'll see that we can see cycles essentially, where you have, for instance, in one core, cycles where there's 49 centimeters per year of ice that gets frozen in one portion of the lake that I've been studying, so Lake Untersee. And in another section, there's more ice that's being frozen at the bottom of the lake. So it means that there's more ablation at the bottom in these sections. So how can you use this to assess the mass balance of the lake? So how can you use this to see how much water needs to go into the lake to keep it at the same level from 1 year to another? So if the lake doesn't shift in elevation from 1 year to another, you know, based on how much water is being sublimated, so frozen, that you need the same amount of water going into the lake, right? So if you do a regression between the ice thickness at those locations where you take those ice cores and the sublimation rate calculated based on these spectral analyses, you can make a interpolation on an entire lake surface as far as how much water is being frozen and sublimated on the surface year long. And based on this, you know how much water is being thrown out essentially of the lake year long and how much water needs to go into the lake to keep it at the same elevation. So that's just an example from Lake Untersee. You see here, sublimation is very low here. It's related to winds essentially. Here you have a high sublimation rate, so it goes up to 100 centimeters, and here it's close to 5 centimeters. So there's spatial changes built on thickness and sublimation rate variations. So, maintenant, si on regarde la colonne d'eau en question, des lacs couverts de glace pérenne, bien, essentiellement, comme je le disais dans la première partie de la présentation, la présence de ce couvert-là de glace pérenne vient vraiment changer l'hydrochimie puis un peu ce qui se passe en général dans la colonne d'eau de ces lacs-là, ce qui les rend vraiment particuliers. D'une part, étant donné qu'on a un couvert de glace qui est assez imposant, à certains moments, des fois en Antarctique, on a des couverts de glace qui peuvent aller jusqu'à 20 mètres, juste pour des lacs en surface. Puis ici, au lac Untersee, ça varie entre à peu près 2 et 4 mètres, donc c'est quand même assez épais. Puis ça fait en sorte que le rayonnement solaire qui vient entrer dans le lac est vraiment réduit. À un certain point, il y a certains lacs que le rayonnement qui entre dans le lac, dans la colonne d'eau, est réduit de 99 %. Donc, admettons que vous avez 100 mètres, ici, par exemple, pour mon lac, je vais donner l'exemple. Admettons que vous avez 100 watts par mètre carré qui arrivent à la surface du lac. C'est quand même pas beaucoup, mais on est dans une région polaire, c'est pour ça. Peut-être que juste 5 %, donc à peu près 20 fois moins pas 5 %, mais 5 watts par mètre carré qui va pénétrer dans la colonne d'eau, par exemple, étant donné que la glace elle-même vient réfléchir et diffuser, absorber finalement la lumière. Puis, à fur et à mesure que vous descendez dans un lac, vous l'avez remarqué, admettons que vous allez vous baigner dans un lac, là, vous voyez qu'à fur et à mesure que quelqu'un ou un objet va plus bas dans l'eau, bien, on a un coefficient d'extinction de lumière, donc ça devient de plus en plus sombre. Et puis, à un certain point, on se rend dans le lac en question, le lac Untersee, où est-ce qu'on a de la lumière qui arrive dans le fond du lac qui est juste une intensité de 0,1 watts par mètre carré. Donc, c'est très faible, mais on a quand même des micro-organismes qui réussissent à vivre avec un niveau super faible de lumière comme celui-ci. Puis, c'est ce qui rend vraiment ces lacs-là particuliers parce qu'on réussit à avoir de la vie, même avec des si faibles quantités de lumière-là qui arrivent. Un autre truc qui est assez intéressant avec les colonnes d'eau dans ces lacs-là, c'est qu'on n'a pas de mélange de la colonne d'eau par le vent et par les variations saisonnières des températures. Ici, au Canada, par exemple, à Ottawa, vous avez des lacs, on dit, qui sont dimictiques, qui sont mélangés 2 fois par année par essentiellement des variations de température et aussi par le vent. Par contre, lorsqu'on a un couvert qui est persistant de glace, bien, on a ce qu'on appelle des lacs qui sont elliptiques, donc ils ne se font pas mélanger d'une année à une autre.
Par contre, des fois, on a du mélange qui est fait étant donné qu'on a de la glace, donc des glaciers qui pourraient être présents, mettons, sur le côté ici, comme c'est le cas avec le lac, qui viennent faire un peu une circulation. Parce que, rappelez-vous, ce qui est plus dense, c'est de l'eau qui est à 4 degrés Celsius ou de l'eau qui est plus enrichie en ions. Donc, souvent, dans le fond de ces lacs-là, en couvert de glace en Antarctique, on a des couverts, en fait, des couches d'eau qui sont un peu plus chaudes qu'à la surface et puis qui sont aussi enrichies en ions. Donc, des fois, c'est des vestiges d'eau de mer. Là. Des fois, on a eu un rebondissement isostatique qui a fait en sorte que des endroits où il y avait des intrusions marines, bien, l'eau a été prise dans ces endroits-là. Le lac a continué à monter en élévation, puis ces eaux-là sont restées en fond du lac. Puis, étant donné qu'ils sont plus denses, ils ne viennent pas se mélanger avec ce qui est au sommet. Puis, étant donné qu'ils ont beaucoup de sel dans ces endroits-là, dans cette partie de cette colonne d'eau-là, il y a beaucoup de chaleur qui est emmagasinée par ces eaux-là. Donc, on vient faire un peu une stratification thermique et chimique à ce moment-là. Et aussi, ce qui se passe dans ces lacs-là, étant donné qu'il y a un couvert de glace qui est persistant, au lieu d'échanger avec l'atmosphère puis venir être en équilibre avec l'atmosphère, so I'll switch in English. I know I've been speaking in French for maybe too long. So anyways, so in these lakes, you have oversaturation of gases because the lake has been covered annually by persistent ice coverage. So you don't have exchanges much, or sometimes you don't have any with the surface, so with the atmosphere, which in return builds up a lot of gases in the water column. So you sometimes have a lot of dissolved oxygen. So in this lake in particular, we had dissolved oxygen concentrations close to 150%, I think, during the last few years. And same thing with CO2. Sometimes you can have a bit of CO2 if there's a lot of heterotrophic respiration at the bottom of the lakes. So here's just an example of how you can study the gases that are dissolved in the lake. So here's Denis and myself. We're cutting diffusion samplers. So these are tubes with copper tubes and plastic tubes attached together. And what happens is that the gases that are dissolved in the water go into that plastic portion. And if you clamp each side of the tube, you end up with just a copper section that has preserved the gas signature that's in the water column. So you see here, typically the size of the tube is the same as the copper, but you see here it's much bigger because there's a lot of gases dissolved in the water column. So there's oversaturation of gases in these lakes, which is kind of special in some sense, of course. So what can happen to those lakes when they exchange with the atmosphere or they're being flooded by glacial lake outburst floods? So when we were there in 2019, what we discovered was that when we got to Lake Untersee, the lake rose by about 2 meters in 1 year, which was kind of a surprise, of course, because it had remained stable since at least the late 1960s or so. So we wondered what happened, and also, we had kind of an idea what happened. We saw actually on satellite images that there was a channel that had been dug out of the side of this glacier right here, and that essentially brought water from this lake, Lake Untersee, to this one during only a few months, so in 2 months. So the amount of water that was brought in by this lake to this one, to Lake Untersee, is the equivalent of about 7,000 Olympic swimming pools, so a lot of water. So we wondered what happened with the hydrochemistry of the lake when such events happen. So we obviously took hydrochemical measurements. So with a camera bottle here and with a sound. So here's the channel that flooded, in which the water flowed to flood Lake Untersee. So Lake Untersee would be up here, water flowed down on the east side of the Inushin Glacier, so this glacier right here. And you see it's kind of a big channel. So this is about maybe 200 meters wide, so a lot of water. So what happened with the hydrochemistry, essentially, the lake wasn't sealed anymore. It received water that had exchanged with the atmosphere. So the age of the water column went and was younger. So here the dash represents prior to the glacial lake outburst flood event, and this is after. Also, you had an increase in the total inorganic carbon concentration, so a lot more CO2 being dissolved in the water column, a change in specific conductivity, a change in dissolved oxygen, so a decrease in the concentration of dissolved oxygen.
and also a shift in pH because you had more CO2 coming into the lake, essentially. So we see that changes like these. So in instances where you have water coming from the surface and flooding lakes that are typically well sealed, that don't interact with the atmosphere, well, that's going to change their hydrochemistry pretty fast in a few months, like we can see here. Donc, la troisième partie de ma présentation, c'est un peu la fin, là. Je sais que j'ai peut-être busté 20 minutes. C'est en lien avec ce qui se trouve à la zone benthique des lacs couverts de glace pérenne. Donc, comme je l'expliquais au début de la présentation, les lacs couverts de glace pérenne, ce qui réussit à vivre à leur base, surtout lorsque c'est des lacs qui sont très profonds, c'est des micro-organismes qui sont très résilients, qui réussissent à survivre dans des endroits où la lumière est vraiment faible. Donc, admettons ici, par exemple, à 135 mètres de profondeur, c'est pas ici, ça c'est peut-être 20 mètres de profondeur, mais à 135 mètres de profondeur, on a 0,1 watts par mètre carré de lumière qui réussit à se rendre au fond. C'est de la lumière pare, donc entre 400 et 700 micromètres ou nanomètres, pardon, en tout cas. Donc, ce qui est utilisé par des phototrophes essentiellement. Puis ici, on vient voir qu'on a encore une fois des stromatolites là, qui sont actifs dans la zone benthique du lac Untersee. Puis ici, on prend une couche, en fait, une section d'un stromatolite qui était actif dans le fond du lac, mais on vient voir qu'en fait, il est divisé en 3 sections. Divisé à la première avec ce qu'on retrouve au sommet, en fait, c'est des phototrophes, donc des organismes un peu comme des arbres qui se trouvent dans le fond des lacs. Ce sont des cyanobactéries essentiellement qui utilisent la lumière et le CO2 dans l'eau pour venir se nourrir. Donc, ils sont capables de fixer eux-mêmes leur carbone en utilisant le CO2 qui est dans l'eau, ce qui fait en sorte qu'ils mangent beaucoup là, le CO2 qui se trouve dans la colonne d'eau. Donc, ils étaient très contents, là, ces phototrophes-là, par exemple, d'avoir un apport supplémentaire en provenance de cette inondation glaciaire-là qui a eu lieu en 2019, parce qu'avant, les concentrations en CO2 dans ce lac-là étaient vraiment, vraiment faibles. Puis, on voit ici que la pigmentation, au lieu d'être verte comme avec les arbres, ça n'utilise pas de la chlorophylle, ces organismes-là, ça utilise une pigmentation qu'on appelle la phycoerythrin, donc qui est mauve, qui est super bonne lorsque les niveaux de lumière sont vraiment bas. Puis en dessous de ça, on retrouve ce qui s'appelle les hétérotrophes. Donc, une fois que, en fait, il y a un empilement qui se passe, c'est que ça s'empile du bas vers le haut. Donc, on a des laminations intercalées entre des sédiments très fins qui viennent de poudre glaciaire, là, donc du glacial flour. Puis, on a des laminations de phototrophes qui viennent s'appeler un par-dessus l'autre. Et puis, à fur et à mesure que ça s'est fait, on sera à un point où est-ce que les phototrophes sont rendus trop loin là, dans la colonne pour utiliser la lumière. Donc, ils deviennent des hétérotrophes. Donc, ils commencent à se nourrir de ce qui se trouve dans les sédiments. Puis, ils deviennent un peu cannibales là, dans un certain sens. Puis, eux, ils font de la respiration. Donc, ils émettent du CO2 qui est très vieux parce qu'à la base, les phototrophes, au sommet, ont un âge radiocarbone qui est vraiment vieux. Donc ici, le sommet là, de cette couche-là avait un âge d'à peu près 10 000 ans, le radiocarbone. Puis nous autres, on trouve ça. En fait, ce n'est pas étrange, c'est dû à un effet réservoir. Donc, eux, ils utilisent du CO2 pour se nourrir qui vient d'une source glaciaire. Puis les glaciers eux-mêmes, on a des bulles là, qui sont des gaz, en anglais, on appelle ça occluded bubbles. Puis ces bulles de gaz-là, de CO2, c'est du vieux CO2 qui a été peut-être emmagasiné par exemple, ici, dans la glace et qui avait un âge de 10 000 ans et que ça a été consommé par ces phototrophes-là. Donc, c'est normal que l'âge ne soit pas de, mettons, 0 en partant, puis qu'on ait un vieil âge comme ça. On appelle ça un effet réservoir. Puis, on vient voir qu'à fur et à mesure qu'on descend, évidemment, l'âge devient de plus en plus vieux. Ouais, c'est pas mal ça pour cette section-ci. Puis, juste à titre d'information, ça prend super longtemps juste pour accumuler là, 1 centimètre ici de matière organique, donc de phototrophes et d'hétérotrophes. En fait, la vitesse d'accumulation pour des stromatolites dans ce lac-là, c'est d'à peu près 4 mm 1 mm par 40 ans, donc à peu près 2 mm par centaine d'années. Donc, on voit que c'est super, super lent pour venir se générer. Puis, en fait, ce qu'on a regardé, c'est avec l'étude d'inondation de lacs glaciaires qui a eu lieu en 2019, on a regardé un peu, en fonction de la quantité de matière organique qui se trouve dans le fond du lac et dans le lac lui-même, en fait, de carbone inorganique dissous, en fait de CO2. So, based on this, we were wondering if the lake had remained stable for the last 12,000 years, so if it was well sealed and not exchanging with the atmosphere, could we match the amount of carbon that's stored in the lake just with a lake that's been evolving using CO2 that's been dissolved from glacial bubbles?
So could we reach the concentration of carbon, so the amount of biomass that's in the lake, derived solely from CO2 coming from glaciers? Well, it doesn't seem to be the case. And also, it doesn't seem to be the case that even if the lake was open at something in some portions of its existence, well, there's not enough carbon that would have been brought up by a lake forming modes like other lakes in Antarctica to bring that much biomass into the lake. So what we suggested for this lake was that the most likely scenario, which is this one. So you see here, this is the amount of carbon that's been stored in the lakes. This is just a line showing the predicted evolution of carbon accumulation in the lake for the last 12,000 years. And we see here, well, I can come back into details on this. If you want more details, we can speak after the presentation. We see that here, to match the amount of carbon that's been stored in the lake, the only plausible scenario we could find was that it had been flooded every 2,000 years for the last 12,000 years. So you had events that brought up much more nutrients in the lake every 2,000 years in Lake Untersee. So this would explain why we have this much biomass in the lake. So otherwise you wouldn't find that much biomass. So that's kind of our explanation for this. So what are the implications for such events and such consequence on the biomass of nutrient poor lakes like the one we studied here in Antarctica? Well, we know that around Antarctica, the waters are really poor in nutrients. And we know that there's a lot of subglacial lakes, as I mentioned, that are hydrologically connected. And in the context of climate change, what's most likely going to happen, well, we already see this, is that we have discharges like the one that happened here in 2019 of these waters towards the ocean. And we know that such events can bring a lot of nutrients to ocean waters. And in consequence, they can fertilize the ocean, so counterbalance kind of CO2 emissions by allowing for a better, well, for an enhanced productivity of phytoplankton, and which can bring more CO2 into the water column. So kind of balance the CO2 emissions that we've been putting out in the atmosphere. So that kind of sums it up. I know I had a lot of things in there for just a 20-minute presentation, which turned out to be 30 minutes. So that's kind of it for now. So here are the acknowledgements. The Tawani Foundation and the Trottier Family Foundation funded essentially this all the field seasons we had in 2016, 2017, 2019. And also we were part of a NASA exobiology program for this. And we were funded by NSERC, Denis, and myself for this study. So if you have any questions, I know we don't have much time to discuss the details of like the hydrochemistry of the lake and hydrochemical modeling. I just showed a few slides ago, but we can discuss this further afterwards, or you can contact me via email if you want more details. So thank you. That was awesome. Thank you, Ben. That was really great. It was a really interesting presentation. Does anybody have any questions for Ben? You can also put questions in the chat. I would have one. Okay, go ahead. Salut, professeur Faucher. Bonjour, Nicolas. Donc, les niveaux d'oxygène élevés dans le lac sursaturé, c'est-tu à cause de la respiration cellulaire des micro-organismes? Oui, ben en fait, c'est dû au fait que les microbes, ils gobent beaucoup de CO2, puis ils émettent beaucoup d'oxygène, puis étant donné qu'ils émettent beaucoup d'oxygène, ben, le lac, lui, est couvert de glace qui finalement ne se brise pas sur les côtés, donc il n'y a pas d'échange avec l'atmosphère où est-ce que cet oxygène-là pourrait sortir de la colonne d'eau. Donc, ouais, c'est ça. Essentiellement, c'est pour ça. Là. OK, cool. I have a question too. Good job on the presentation, Benoit. Thank you. You had a figure showing the annual change of hydrochemical properties of the lake and things like pH. I wonder how you measured the pH of a full lake, because I can imagine there's spatial variations in the lake. How do you get that one value? Thanks. Yeah, so that's a good question. Actually, we measured at two different locations. We had kind of the same value.
There's the peculiar thing with this lake is that it's being bounded by a glacier, which acts as like a conveyor belt a bit. So it mixes the water annually. So what we find at this lake, whatever you find at the bottom of the lake or at the top, is not like what I showed earlier, where you have like this physical stratification, where you have like denser, more warm waters at the bottom. It's all close to 0 degrees Celsius, and it's been circulated around the lake everywhere. So we assume that the pH value that we took in these two locations should be what you find elsewhere in the lake. Thanks. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? One last thing. I noticed that the pH was actually quite basic, like around 9 to 10. Is that simply because of a lack of interaction with CO2 in the atmosphere? Yeah, kind of. So you have a lot of CO2 consumption by the microorganisms, right? So which turns out, yeah, to drive the pH very, very high like this. So what happens with the microorganisms at the bottom is that they're so carbon starved that they start eating all the CO2 that's in the water column. And essentially, what's particular with this lake is that there's no, like, levels of CO2 are so low, which drives the pH up, is that, yeah, they consume everything. So typically what you'd find in lakes is that they're going to consume the carbon 12 before the carbon 13, because it's lighter, it's easier to digest for them, I guess. So it takes less energy. But here it's not the case. There's so much little CO2 that they eat everything. So yeah, it's because of that. Thanks. I have a question, Ben. So when you mentioned those outbursts, that outburst flooding happens every 2,000 years, do you think that it's going to happen more frequently with global climate change? I'm not sure for this lake. I think what happened mostly was that, so the two lakes that I spoke about, so Oversee and Untersee, they're being bounded by glaciers. So I think what happened is not really related to climate change. It's maybe just a shift in glacier regime. So there's like the glacier that was holding back the waters in Lake Oversee probably just shifted a bit and created like this small channel in which the water could escape. So I don't think it's related to climate change. It could be, but we don't see really, for now, there's not really any indications in this oasis that climate change has been affecting the climate. It's been stable for the last 50 years or so around there. So it's not being affected as much as the Arctic. But yeah, what's been proposed is that the subglacial lakes beneath Antarctica are probably going to discharge more and more waters to coastal lands. But I'm not sure how much like what's gonna change with these two lakes in terms of climate change. But yeah, we'll see, I guess, in the future. Yeah, not sure. Bonjour, est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y, certainement. Bonjour Benoît, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ça fait longtemps? Oui, oui, merci, c'est très intéressant. En fait, je voulais juste savoir c'est quoi le profondeur de glace que vous avez échantillonné? En fait, on a pris des carottes de glace d'à peu près 2 à 3 mètres là, de longueur. D'accord, OK. Puis avec ça, on est capable d'extraire le signal dont je parlais pour l'oxygène 18 et le deutérium et les bulles. On est capable de voir plusieurs cycles dans ce 2-3 mètres-là parce que, comme je l'ai montré, des fois, on a des cycles de 40 cm par année qui viennent geler. Donc, on voit un peu là, cette cyclicité-là juste avec cette épaisseur-là. D'accord, OK. Probablement, tu es au courant, l'agence spatiale japonaise récemment a livré les images radar pulsar à bande L. Donc, ils ont un pouvoir de pénétration assez long dans les glaces et la neige. C'est peut-être intéressant de faire juste une analyse de corrélation avec vos échantillons pour voir si le signal radar peut estimer la profondeur de glace. OK, ben, c'est une bonne idée. Je sais qu'une année, Denis était allé avec Wayne Pollard, un professeur qui vient de prendre sa retraite de l'Université McGill, puis ils ont essayé
en fait, de trouver l'épaisseur de la glace en utilisant un radar. Puis, curieusement, ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas trop, Denis, étant donné que tu es là, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, peut-être, mais en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Des fois, je pense que c'est dû à des hautes salinités. Donc, on peut avoir des problèmes avec ça. Mais le lac en question est ultra oligotrophe. Puis, la teneur ionique est super, super faible. Donc, je ne sais pas s'il était mal calibré en tout cas, son instrument. Mais bref, ouais, c'est une bonne idée. Je vais peut-être regarder ça. Les données sont disponibles dans Google Engine, donc peut-être c'est juste quelques calculs assez rapides, ça donne des résultats intéressants. Ah, OK, ben c'est super. Merci beaucoup pour le conseil. Je peux t'inviter pour nos étudiants parce qu'on organise aussi ici les midis scientifiques, mais c'est en vendredi. J'ai oublié de partager le lien avec eux, mais ça peut être très intéressant si Denis est d'accord et toi. Ah oui, oui, certainement. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Donc, je pense que c'est tout pour les questions. Oui. Donc, premièrement, merci beaucoup, Benoît, pour ta présentation. C'était vraiment intéressant. Beaucoup de nouvelles informations pour ma part, mais je suis sûre que pour tout le monde aussi. Pas oublier que la semaine prochaine, on a une présentation bonus avec Michael Bourt. Puis la semaine suivante, ça va être avec Michael Sawada. Donc, on espère vous voir. Puis merci à tout le monde.